Merci. Merci donc Olivier Roux pour cette introduction. Oui, alors effectivement, je suis amateur d'histoire et mon propos c'est de voir comment un certain nombre d'événements de la grande histoire, en fait, comment l'histoire est venue s'inviter à Amiens, et particulièrement avec cette paix d'Amiens, pour lequel la ville d'Amiens n'avait rien demandé, mais elle est devenue d'un seul coup le centre d'une grande agitation. Alors en fait, l'objet de ces conférences, c'est à la fois de voir un petit peu qu'est-ce que nous disent ces différents événements, celui-là par exemple ce soir, ces événements, qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à l'histoire, dans un point de vue historique, d'histoire plus générale, et puis aussi qu'est-ce qu'ils nous disent par rapport à la ville d'Amiens, pourquoi, ou la région Picardie, enfin pourquoi ça se passe ici, il y a des raisons qui font que c'est ici. L'épisode de la paix d'Amiens, donc 1802, mars 1802, qui est célébré à l'hôtel de ville d'Amiens, il nous pose un peu trois questions. D'abord, une première question, c'est pourquoi on l'appelle la paix d'Amiens? Parce qu'en général, on parle plutôt d'un traité. On va parler du traité de Versailles, on va parler du traité de Paris, on va parler du traité d'Aix-la-Chapelle. Voilà, et on utilise ce terme. Ou alors aujourd'hui, on va utiliser des termes comme les accords de Paris, les accords de Genève, voilà. Et là, on ne parle pas de ça, on ne parle pas du traité, on parle de la paix. Alors pourquoi ce terme de paix, alors que justement, en plus, la paix n'a pas duré? La deuxième question que je trouve intéressante autour de cet épisode, enfin de cette période, c'est pourquoi et comment on est en guerre et pourquoi et comment on est en paix. Pourquoi à un moment donné on est en guerre et on trouve que c'est juste d'être en guerre et de faire la guerre, et pourquoi à certains moments donnés c'est le moment de faire la paix. C'est une question qui se pose tout le temps, pas seulement en 1802. Et puis la troisième grande question avec la période qu'on va parcourir, c'est comment un processus révolutionnaire donc, qui bouleverse l'ordre à un moment donné, qui bouleverse l'ensemble de l'organisation sociale, comment un processus révolutionnaire va évoluer et va être dans une alternative un peu entre le chaos, la désagrégation, ou alors la reprise en main et la conversion, le passage dans un régime autoritaire. Et c'est ce qu'on va voir un petit peu ce soir. Donc voilà, ce sont un peu les questions liminaires. Alors on va commencer d'abord par regarder le contexte, parce que pour arriver à 1802, la paix d'Amiens avec l'Angleterre, il faut comprendre un petit peu ce qui s'est passé avant, pourquoi on en arrive à ça. Le contexte lointain, le contexte plus proche qui nous amène à la paix. Ensuite, on va voir un petit peu comment cette paix a été préparée, les préliminaires, les négociations, la façon dont ça a été négocié, ça s'est passé. Puis ensuite, le contenu du traité lui-même et les conséquences, qu'est-ce que ça a donné, quel a été l'impact, etc. Voilà à peu près le plan. Alors, le contexte général, c'est celui des siècles classiques où, en Europe, le principe était le principe d'équilibre des puissances. Équilibre des puissances qui était d'ailleurs très, très soigneusement surveillé par l'Angleterre, qui tenait absolument à ce qu'il y ait toujours un équilibre et que jamais une puissance en Europe ne l'emporte sur les autres. Pendant très longtemps, on a eu en France la rivalité avec l'Empire des Habsbourg. Ça a remonté très loin, ça remonte au XVIe siècle, donc entre la France et l'Empire. Et ça s'est à peu près terminé avec la fin du siècle de Louis XIV, le traité d'Utrecht. Et le XVIIIe siècle a été beaucoup plus marqué par la rivalité entre la France et une autre puissance, un autre État, qui est devenu une puissance montante, une puissance majeure en Europe, qui est justement l'Angleterre, et on peut parler de la Grande-Bretagne, puisque à ce moment-là, ça commence à être la Grande-Bretagne. Alors, la Grande-Bretagne est un pays qui est le plus avancé sur le plan politique, par ses institutions, elle a inventé le parlementarisme, etc. Bon, elle a un mode de gouvernement moderne. Sur le plan de l'économie, sur le plan aussi de son impérialisme, c'est le moment où elle développe une prospérité et où elle met en place un empire colonial. Et là, elle rentre tout à fait en rivalité avec la France. Le point culminant de cette rivalité, au milieu du XVIIIe siècle, c'est la guerre de 7 ans, donc 1756-1763. On ne va pas la raconter, on n'a pas le temps, mais c'est un conflit très très important et un conflit mondial parce qu'il s'est déroulé, il a mis en jeu des parties d'outre-mer, donc sur l'ensemble du monde. Il s'est conclu ce grand conflit de 7 ans entre la France et l'Angleterre, ils avaient des alliés bien sûr, par un traité qui est le traité de Paris, et le traité de Paris qui a réglé un certain nombre de questions coloniales. Et pour se rappeler un peu à quelques souvenirs historiques qui nous restent, c'est à cette occasion-là qu'on a perdu tout notre empire indien, et donc qu'on a conservé nos fameux 5 comptoirs qu'on a appris à l'école en Inde, et puis c'est également là qu'on a perdu le Canada français, donc le Québec, qui est devenu une colonie anglaise. Donc ça a été des pertes sévères pour l'Empire français, et un peu la fin du premier empire colonial français.
l'affirmation de la suprématie anglaise, enfin britannique sur la mer, et en même temps la suprématie française sur le continent dans le même temps. Ce qui est important, c'est que le roi qui est d'Angleterre de cette époque, c'est Georges III, qu'on va retrouver au moment du traité de Paris, donc il a une grande longévité, et il est déjà là, donc on a déjà un certain nombre d'acteurs. Et du côté de la Grande-Bretagne, celui qui mène un peu les opérations, c'est William Pitt. Alors William Pitt qu'on appelle l'Ancien, le premier, numéro 1, et donc qui est le grand-père de William Pitt le Jeune qu'on va retrouver au moment de la Révolution et de Bonaparte. Donc ce sont eux qui concluent ce traité, et puis il y a une petite revanche dans la suite du siècle avec la guerre d'indépendance américaine, où là l'Angleterre et la France se retrouvent de nouveau dans une confrontation, puisque la France vient au secours de l'Amérique, et elle va se conclure là aussi par un traité, qui cette fois sera le traité de Versailles en 1783, donc on se rapproche de notre époque, et elle signe un peu à la fois l'indépendance de l'Amérique, elle signe cette alliance très forte entre la France et le jeune pays ce jeune État des États-Unis d'Amérique, et puis elle signe quelque part un peu un reflux aussi de la Grande-Bretagne, parce que c'est quand même un échec, donc il y a une sorte de rééquilibrage, mais en même temps ça va se payer très cher, parce que ce sont des guerres qui sont coûteuses, et au moment où l'économie française a quand même du mal, elle bat de l'aile, elles vont se payer cher sur les finances. C'est une des causes, c'est un des éléments qui vont amener à ce qui va arriver quelques années plus tard, et qui est l'explosion de, on va dire, l'étincelle révolutionnaire qui courait bien sûr tout au long du siècle, mais qui va exploser sur le plan politique avec la Révolution française. Là aussi, la Révolution française, on ne va pas la raconter en détail, mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que c'est un choc extraordinaire. Bien sûr, c'est un choc à l'intérieur de la France, parce que ça va bouleverser tout l'ordre antérieur de la société française, tout l'ordre précédent, ça va remettre en cause tous les cadres, mais en même temps c'est un choc énorme dans toute l'Europe, puisque ça correspond aussi, ça fait résonner des attentes qui existent dans tous les autres peuples aussi, dans toutes les autres nations. Alors il y a des gens qui ont des fortes attentes et il y a des gens qui ont des fortes craintes, et ça va créer bien sûr des tensions et des contradictions et des conflits extrêmement importants à l'intérieur de la France, bien sûr, entre les partisans et les opposants de la Révolution, et puis également avec les pays étrangers. Dans un premier temps, la première période de la Révolution, c'est une période plutôt modérée. On est dans un système où on recherche une monarchie constitutionnelle, on cherche en fait à allier les nouveaux principes qui se font jour, la liberté, l'égalité des citoyens, l'abolition des privilèges, avec le maintien du régime monarchique, et on espère que les choses vont s'harmoniser et qu'on va construire un système un petit peu comme les Anglais l'ont réussi. Bon. Ça ne va pas marcher parce qu'il y aura notamment la fuite du roi à Varennes. On est en juin 1791. Et là, évidemment, à partir du moment où il commence à montrer clairement son affichage auprès des puissances étrangères, il devient un traître. C'est une rupture avec la Révolution. Et on rentre dans ce conflit, cette contradiction très très importante avec l'arrestation, le retour du roi à Paris. Et puis les grands événements, les coalitions qui vont se faire autour de la France pour rétablir le régime monarchique, rétablir Louis XVI, donc écraser cette révolution qui menace finalement toute l'Europe. Voilà. Et du côté de la Révolution, ça va développer en retour une agressivité beaucoup plus grande, puisqu'elle est obligée de se défendre. Elle est obligée de se défendre contre ses ennemis de l'intérieur et contre ses ennemis de l'extérieur. Donc c'est une période extrêmement dure. Et du coup, on va passer à une autre période de la Révolution avec Valmy, la patrie en danger, donc la grande mobilisation, etc., la conscription. On est au mois d'août 1792. Valmy, le 20 septembre 1792, et le lendemain, donc, l'arrestation de Louis XVI aux Tuileries, et puis la proclamation de la République, l'an 1 de la République, 22 septembre 1792. Et là, on rentre dans une nouvelle période qui est la Convention. La Convention qui va connaître deux périodes, la Convention jacobine, dure, qui débouchera sur la terreur, et puis la Convention plus modérée, après Thermidor. Alors, c'est le moment où va se créer contre la France, contre cette France qui est un virus qui menace finalement de sa contagion toute l'Europe, la première coalition. La première coalition, alors la coalition, c'est en fait l'ensemble des nations qui vont se liguer contre l'Europe, donc des pouvoirs qui sont des pouvoirs autoritaires, des monarchies, qui n'acceptent pas le nouvel ordre en France et qui veulent donc l'éradiquer. Et l'Angleterre va être un peu le chef de file et le chef d'orchestre, et va être surtout la banque, le financeur.
parce que l'Angleterre n'a pas beaucoup de troupes. L'Angleterre n'est pas une puissance militaire, mais en revanche, elle a de l'argent, hein, elle est riche, et donc elle va financer la coalition. Et elle va passer des traités avec tous les pays, l'Autriche, le Piémont, la Prusse, le Royaume des Deux Siciles, l'Espagne, les Provinces-Unies, le Portugal, enfin tout le monde, hein, le concert des nations autour de la France va faire le siège un petit peu de cette révolution qui émerge. Et en France, bien, le régime de la Convention est un régime qui va être extrêmement strict, organisé, sévère, ardent, etc., et dans lequel le contrôle politique, hein, de la Révolution va s'exercer sur aussi bien la vie de la société que, en même temps, aussi toutes les opérations militaires à l'intérieur, hein, contre les fédérés, contre les chouans, enfin toutes les oppositions internes, et puis surtout contre les armées extérieures. Et puis, elle va être tellement poussée à bout, disons, dans sa défensive, qu'en voulant terroriser les ennemis de la Révolution, c'est-à-dire créer la terreur, hein, empêcher les ennemis finalement d'agir et de nuire, elle va déboucher sur la terreur qui deviendra elle-même insupportable et qui sera renversée. C'est Thermidor et le remplacement donc de la Convention jacobine par la Convention thermidorienne. On est le 9 Thermidor en 2 de la République, c'est-à-dire en fait en juillet 1794. Donc on avance dans les dates. Et en 1794-1795, on va donc avoir cette convention thermidorienne qui va préparer une nouvelle constitution. Nouvelle constitution qui va déboucher sur le régime suivant, ça sera la constitution de l'an 3, donc qui va créer le directoire. Or, dans la même période, la première coalition va commencer à se défaire. En 1795, la France va réussir à passer des traités avec la Prusse, parce qu'une coalition, c'est quelque chose de fragile, ça naît, ça se coordonne un petit peu, mais en même temps, chacun agit pour lui, et finalement, on y vient, mais on peut aussi s'en aller. Donc, pour des raisons diverses, les différents États se retirent. Donc, la Prusse se retire et signe le traité. Les Provinces-Unies et l'Espagne aussi se retirent, ou plus exactement, elles sont vaincues. Et le traité, l'arrangement qui est passé avec la France, c'est de les mettre sous sujétion. L'Espagne devient un royaume allié, on ne lui donne pas le choix. Le royaume d'Espagne devient allié de la France et un subordonné, un auxiliaire. Quant aux Provinces-Unies, alors c'est encore plus radical, on élimine le statutaire, on élimine le régime un peu, quelque part, monarchique qui existait, on évacue donc le prince d'Orange qui va se réfugier chez son cousin, le roi d'Angleterre, de l'autre côté de la mer du Nord, et on installe une république batave, une république des Provinces-Unies, et qui se trouve elle-même embarquée dans le sillage de la France. Alors, donc, la Convention va se déboucher sur cette constitution de l'an 3 et la mise en place d'un nouveau régime. Et ce nouveau régime, il commence mal et il va mal vivre parce que il va faire se succéder des coups de force. C'est-à-dire que, alors qu'on est dans une république qui cherche à fonctionner avec la nation, en accord avec la nation, finalement, le directoire, c'est un régime qui entend poursuivre ce qui s'est passé dans la Révolution, mais en contrôlant un certain nombre d'oppositions. Dès le départ, il rencontre un certain nombre d'oppositions. Les républicains purs et durs, les jacobins, qui ont la nostalgie de ce qui se passait avant et qui ont l'impression que les choses échappent. Les royalistes, qui eux voudraient revenir à l'ancien régime. Donc les autres veulent toujours revenir à autre chose. Et le directoire va installer un régime qui finalement est au service d'un certain nombre de gens, en gros la bourgeoisie possédante, pour maintenir les acquis que eux ont tirés de la Révolution. Et finalement, le bonheur du peuple, il va un peu s'éloigner. Donc le directoire s'installe avec un coup de force, hein, il crée un décret, le décret des 2 tiers, dans lequel il dit ceux qui doivent être députés, ceux qui ne peuvent pas être députés. Donc déjà d'entrée de jeu, les élections sont faussées. Ça provoque une révolte vraiment extrêmement violente à Paris, et on fait appel à quelqu'un qui est chargé des forces de l'ordre à Paris, et c'est un certain général Bonaparte, qui va être appelé par le directoire naissant pour remettre de l'ordre dans tout ça. Ça se passe en Vendémiaire, hein, donc Vendémiaire en 4, donc on est en octobre 95, et Bonaparte, en fait, fait une répression par rapport à cette insurrection populaire. On l'appellera le général Vendémiaire. Alors Bonaparte, il est bien placé, lui, parce que c'est quelqu'un qui a monté, il a servi la Convention, et il a surtout monté en grade à l'occasion du siège de Toulon. Il a réussi le siège de Toulon. Toulon était envahi par les royalistes, et il a réussi à investir Toulon, à chasser les royalistes, et du coup il est devenu du capitaine Bonaparte, le général Bonaparte. Il est monté en grade, il a eu du galon,
Donc il a rendu service à la Convention, et puis là, il vient de rendre un très grand service au Directoire, en finalement permettant que ce régime s'installe. Et en fait, ce service, il va le renouveler, parce que à 2 reprises, le Directoire va être confronté à des nouvelles élections, et à 2 reprises, les élections vont lui être défavorables, et à 2 reprises, donc il y aura un coup d'État, c'est-à-dire que le Directoire n'acceptera pas les résultats des élections, il éliminera dans un premier temps l'opposition royaliste, puis dans un deuxième temps, l'année d'après, l'opposition monarchiste, jacobine, pardon, et donc dans les 2 cas, il fera appel à la force, donc à l'armée, il va s'appuyer sur l'armée pour contrecarrer le résultat des élections et chasser finalement les députés, enfin ceux qui n'ont pas convenu et qui ne sont pas dans la ligne qu'ils souhaiteraient pour pouvoir garder la majorité. Donc c'est quand même un régime qui s'inscrit dans un sillage républicain, mais qui fonctionne quand même avec des coups de force qui le fragilisent au niveau de la nation. Alors évidemment, ce Directoire, lui, il est confronté toujours à ce qui reste de cette première coalition, et notamment à la Grande-Bretagne, qui est toujours en guerre contre la France, plus un certain nombre de royaumes qui sont toujours en guerre, comme le royaume des 2 Siciles, en Italie, l'Autriche, etc., qui, elles, sont toujours belligérantes. Et il va envoyer, comme c'est quelqu'un qui a des bons états de service et qu'il mérite d'être récompensé, il va envoyer Bonaparte, donc c'est Barras, le premier directeur, qui va favoriser l'ascension de ce jeune général ambitieux et plein de savoir-faire. Il va d'abord lui laisser épouser sa propre maîtresse, Joséphine de Beauharnais. C'est à ce moment-là que Napoléon épouse Joséphine, et en même temps, il va l'envoyer comme général en chef de l'armée d'Italie, et ça va être la première campagne d'Italie de Bonaparte. Alors là aussi, on ne va pas la raconter en détail, mais Arcole, Rivoli, etc., tous les Lodi, Castiglione, donc toutes les grandes victoires éclatantes. Et Bonaparte, qui est général en Italie, eh bien, il va se comporter un peu comme une espèce de représentant sans aucun mandat, un représentant politique, c'est-à-dire qu'il va s'appuyer sur ses résultats militaires qui lui permettent de bien piller et d'envoyer au Directoire un certain nombre de richesses et donc d'alimenter les caisses du Directoire. Donc à la fois il sécurise par rapport à l'extérieur, par rapport à un ennemi extérieur, il renfloue un petit peu les caisses et il aide un peu l'économie du Directoire, et puis lui, il va une fois là-bas organiser un peu les choses, il va traiter avec l'Autriche, il va traiter avec le Saint-Siège, il va traiter avec le royaume de Naples et des Siciles, et il va organiser l'Italie. Donc il va commencer à installer des régimes républicains, et avec l'Italie, il va signer le traité de Campo Formio. Donc on est en 1797, donc à la fin de cette campagne d'Italie, et c'est un petit peu, c'est la fin de la première coalition, avec ce traité de Campo Formio. Alors, dans l'intervalle à Paris, les choses, comme je vous l'ai dit, vont pas très bien. On a de nouveau des élections, là, en Fructidor, l'opposition royaliste, le Directoire va s'opposer donc aux résultats des élections, mais il y en a certains qui ne seront pas d'accord, donc on va changer les directeurs, on va changer un peu l'équipe des directeurs, et on va avoir un deuxième directoire qui va être un directoire plus dur que le premier, qui était encore un peu modéré, on aura donc des directeurs qui vont développer un peu cette agressivité finalement vis-à-vis de l'extérieur, et ce qui apparaissait au début dans l'action de la Révolution comme aller à l'extérieur pour libérer les autres peuples des oppressions dans lesquelles il était, ça va se traduire un peu dans un expansionnisme, et maintenant le Directoire va installer dans ces différents États ce qu'on appellera les républiques sœurs, c'est-à-dire que tout autour de la France, la République batave, la République helvétique, la République cisalpine, la République tyrrhénienne, etc., dans les anciens États, on va créer des républiques qui seront un peu les jumelles de la grande sœur, de la matrice un peu, qui est la grande République française de l'époque. Et puis Bonaparte, lui, il va s'amener avec un projet qu'il va soumettre au Directoire et qui va bien les arranger parce que ça va l'éloigner un petit peu, il commence à être un peu trop présent. Et donc son projet, c'est d'aller en Égypte pour aller contrecarrer les intérêts anglais. Et donc c'est l'expédition d'Égypte, il part en 1798, mais dans l'intervalle, les troubles continuent à Paris, et il aura quand même des relais à Paris pour aider le Directoire dans le troisième coup de force, qui est le coup d'État de Floréal-en-Six. Alors c'est la même chose, mais là c'est par rapport aux Jacobins. Donc le Directoire va de nouveau
s'opposer aux élections qui sont apparues. Et l'expédition d'Égypte qui est menée par Bonaparte à ce moment-là, au nom du directoire de la République française, va déclencher la deuxième coalition qui va partir de l'Empire russe et de l'Empire ottoman, qui se sentent agressés. Et une deuxième coalition va se coordonner autour de l'Angleterre avec un peu les mêmes puissances, hein, la Grande-Bretagne, les deux Siciles, l'Autriche, qui repartent en guerre contre la France. Et là, en guerre contre le directoire. Donc là, ça va mal parce que vraiment toutes les armées sont sont sur un plan réellement d'envahir la France par les différents côtés, de renverser le régime et de remettre sur le trône non plus Louis XVI, puisque évidemment il n'est plus là, mais Louis XVIII, qui serait le souverain légitime de la France. Donc vraiment mettre fin à la Révolution. Et là, le régime se trouve assez mal, donc il va faire appel on va chercher un sabre pour sauver la République, et ce sabre, on va le trouver. Il va revenir, Bonaparte va rentrer d'Égypte, et ce sera le coup d'État du 18 Brumaire en 8. Donc on est en novembre 1798. Et donc Bonaparte va s'installer comme le représentant d'un nouveau pouvoir, d'une nouvelle étape qui va mettre fin au directoire et passer à l'étape suivante. Et cette étape suivante, c'est le consulat. Le consulat, donc, c'est une constitution qui a été conçue, voulue par Bonaparte, qu'il va faire approuver par le peuple à travers un plébiscite. Donc on va demander au peuple français s'il est d'accord. Le peuple français, il est un peu d'accord parce que Napoléon, il est quand même glorieux, il a eu beaucoup de succès militaires, il a quand même un passé jacobin, il a servi la Convention, donc il a un côté républicain. En même temps, il a bien soutenu le régime, donc c'est quand même un homme d'ordre. Et puis surtout, il arrive avec la promesse de la paix, en disant c'est lui qui va faire la paix. La France est en guerre, la guerre n'en finit pas, elle menace sans arrêt d'être envahie, d'être occupée, d'être le régime renversé. Et donc, il va installer un pouvoir personnel à travers une constitution qui est une constitution très particulière, celle du consulat, et qui est une constitution avec un certain nombre de caractères monarchiques, même si elle garde des apparences républicaines. Donc Bonaparte va devenir l'homme fort de la situation. Et on va arriver un peu dans les préliminaires de la paix, parce qu'on est toujours dans cette guerre avec l'Angleterre et les autres pays. Alors, Bonaparte va lutter contre la coalition, il va mener la deuxième campagne d'Italie, et dans cette deuxième campagne d'Italie, il aura beaucoup de chance, parce qu'il va remporter, avec une certaine chance, la bataille de Marengo. Et cette bataille va énormément le servir. Il va s'en servir énormément avec une propagande. Et dans l'enchaînement un petit peu de cette campagne d'Italie, vont s'entraîner, vont s'en suivre une succession de traités, c'est-à-dire que les différents membres de la coalition vont se retirer à travers des traités qui seront signés dans l'année 1801. C'est-à-dire l'an 9 de la République, on est encore dans le calendrier républicain. Donc en 1801, eh bien, le 9 février est signé le traité de Lunéville avec l'Autriche, qui a été, entre parenthèses, négocié par Joseph Bonaparte. Au mois de mai, donc, signé à Florence le traité avec le royaume de Naples et des deux Siciles, puis avec entre l'Espagne et le Portugal, puis un traité de Paris en Espagne avec l'Empire ottoman, un autre traité de Paris avec l'Empire de Russie. Et puis, en octobre, donc, vont être signés ce qu'on appelle les préliminaires de Londres. Et là, on va y revenir parce que c'est vraiment les préliminaires de ce fameux traité, de cette paix d'Amiens. Et la même année 1801, Bonaparte a déclenché une négociation très importante qui va aboutir aussi à un accord très important, c'est le Concordat avec le Saint-Siège, et donc qui va créer le régime religieux, le régime des religions en France, et il est signé le 15 juillet 1801. Il a également été négocié par Joseph Bonaparte. Alors, on est dans une période où ça fait 10 ans qu'on est en guerre maintenant, puisque les guerres ont commencé en 1792 et la France est continuellement en guerre. Ce sont des guerres extrêmement violentes qui ont beaucoup plus d'impact sur la population que les guerres antérieures, ce qu'on appelait les guerres en dentelle. La guerre de 7 ans, elle a été importante, mais elle a mis en œuvre quelques régiments, quelques militaires. Là, ce sont des cohortes entières de la population qui sont embarquées dans ces guerres avec des corps à corps, avec un engagement idéologique, avec une pression extrêmement forte et des impacts aussi physiques, moraux, etc., qui sont très très puissants. Donc, cette guerre, elle use. Et on en a assez. La période où on est, en 1801, tout le monde en a assez, tout le monde aspire à la paix. C'est la paix, la paix, la paix, c'est le cri unanime. Et donc Bonaparte est accueilli comme celui qui va pouvoir mener cette paix.
Et puis, en Grande-Bretagne, les choses vont pas si bien. Le régime, le parti de la guerre qui est mené par William Pitt, le jeune, donc le fils du précédent, de la guerre de 7 ans, ce parti-là est un peu en perte de vitesse. Pour différentes raisons. Bon, l'Angleterre vient d'intégrer l'Irlande, et ça se passe pas très bien avec les catholiques. On a une révolte des esclaves aux Antilles, et la question coloniale est une question très importante à ce moment-là, donc c'est pas sérieux. Et puis, la guerre a coûté très cher, puisque la Grande-Bretagne a financé la coalition, et George Pitt a même dû instaurer, ce qui est un scandale épouvantable pour les Anglais, un impôt sur le revenu. Donc, vous imaginez, c'est épouvantable ce qu'il a fait là. Et par conséquent, et puis l'autoritarisme de l'Angleterre par rapport à ses alliés fait qu'elle se retrouve quand même assez isolée. Ces coalitions, elles tiennent pas si bien que ça. Donc, on arrive à un équilibre des forces, on se demande un peu quelle peut être l'issue de la guerre, donc de part et d'autre, et on s'oriente vers la paix. Il y a eu donc déjà des négociations, des discussions sous le Directoire, des discussions qui ont eu lieu à Lille, des discussions qui ont eu lieu à Paris, et à chaque fois qui ont été interrompues parce qu'il y a eu un événement qui a fait que, du coup, les pourparlers se sont arrêtés. Et là, Bonaparte relance les pourparlers, et ils vont être menés avec l'ambassadeur de la France à Londres, qui s'appelle l'ambassadeur Otto. Alors, ces pourparlers, ils s'engagent dans un contexte un peu ambigu, parce que finalement, tout le monde est un petit peu... on est un petit peu dans la duplicité là-dedans. William Pitt, il a été tellement en difficulté qu'il s'est retiré. En fait, il s'est retiré pour être en coulisses et pour pouvoir revenir très vite, parce que c'était plus tout à fait son moment. Et donc, on a mis en place en Angleterre un gouvernement de transition qui est mené par Addington, et qui en fait est là, il est mis en place simplement pour faire la paix, là, sur le moment, mais qui n'a pas véritablement beaucoup de consistance et de pouvoir. En fait, l'Angleterre, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut essayer de limiter l'expansion française sur le continent, cette contagion révolutionnaire, qu'elle perçoit dans les ambitions de Bonaparte, mais elle n'accepte pas du tout, en Angleterre, on n'accepte pas du tout ce bouleversement social, ce bouleversement révolutionnaire, là, ce nouvel état des choses, et l'Angleterre cherche, avec ses alliés, à revenir à l'ordre ancien, le bon ordre ancien des monarchies bien ordonnées. En France, donc, on a donc avec Bonaparte, avec le consulat, un régime fort, mais quelle est la durabilité de ce régime? Combien de temps est-ce qu'il va s'installer? Parce que depuis 89, on a vu quand même se succéder toute une série de gouvernements qui paraissaient plus ou moins stables, bien installés, puis qui ont été renversés par le contraire. Donc cette France qui bouge tout le temps, on se demande un petit peu, les interlocuteurs qu'on a aujourd'hui, s'ils sont là pour longtemps ou si ils vont aussi être renversés l'année d'après. Alors la France, elle, de son côté, qu'est-ce qu'elle cherche? Eh bien, elle cherche, Bonaparte, dans ses contacts avec l'Angleterre, il cherche surtout à avoir les mains libres avec la paix pour pouvoir poursuivre son entreprise continentale. Donc avoir la paix avec son ennemi sur les mers, régler les questions coloniales, enfin toutes les questions qui sont soulevées pendant ces 10 années de guerre, et puis finalement avoir les mains libres et pouvoir lancer un petit peu, continuer un petit peu son entreprise de contagion et d'expansion dans l'ensemble de l'Europe. Et il a des consignes, il donne des consignes extrêmement claires, il a les idées claires par rapport à la manière d'aborder la paix avec la Grande-Bretagne. C'est la France a fait une rupture avec l'Ancien Régime, et toute référence à l'Ancien Régime est bannie. Ça veut dire que, si vous voulez, même dans le langage diplomatique, etc., les formules, etc., il faut maintenant utiliser le nouveau vocabulaire, le nouveau langage, on n'est plus du tout dans l'ancien système. Donc voilà, il faut comprendre qu'aujourd'hui, on est dans une autre époque. Et puis, il veut aussi absolument isoler la Grande-Bretagne, l'isoler de ses alliés, l'isoler politiquement, l'isoler militairement et l'isoler aussi sur le plan économique. Il a déjà un peu en tête l'idée d'un blocus et d'un enfermement de l'Angleterre pour réduire sa puissance. Parce qu'on est dans cette rivalité franco-britannique dans laquelle chacun essaye d'affaiblir l'autre. Alors, il a, lui, dans son équipe, dans son staff, un peu dans le personnel qui est au service, des gens qui ont traversé un peu tous les régimes et qui sont d'excellents diplomates. Bon, bien sûr, Talleyrand, qui n'est pas la peine de présenter, Otto, dont j'ai parlé, donc, qui est l'ambassadeur à Londres et qui est un diplomate de l'Ancien Régime. Et quand je dis qu'ils ont traversé les régimes, ça s'explique d'abord parce qu'ils sont diplomates, donc ils savent un petit peu manœuvrer, mais aussi parce qu'ils ont des réelles compétences et que vraiment la chancellerie française est une chancellerie de très bon niveau, ce qui va intervenir dans le traité d'Amiens. Donc on a des négociations à Londres, les préliminaires sont signés le 1er octobre 1801, donc je vous ai dit que toute l'année 1801 c'était l'année un petit peu des traités, on faisait la paix un peu partout, en gros il ne reste plus que l'Angleterre.
Et bon, ben, l'essentiel a été discuté dans les négociations de Londres. Le 1er octobre, c'est la fin des négociations, mais ça fait des mois qu'on discute, qu'on marchande, etc. On va voir comment ça se passe. Et finalement, ben, on décide qu'on va signer le traité définitif dans une ville qui va être commode, hein, entre Paris et Londres, et on choisit donc la ville d'Amiens à cause de sa localisation géographique. Et on dit, ben voilà, en gros, l'essentiel a été débattu, il reste encore quelques petits points à régler, on va venir faire ça à Amiens, on va signer le traité à Amiens, et puis les choses vont se passer comme ça. Donc le congrès d'Amiens. Amiens est donc choisi en raison de sa position géographique parce qu'elle apportait des commodités puisque on va avoir, pour les négociateurs, on va avoir des allers-retours permanents entre la capitale Londres et puis la capitale française Paris. Donc il faudra faire des navettes et c'est là qu'on voit que ceux qui ont fait passer le TGV ailleurs qu'à Amiens n'ont rien compris au sens de l'histoire puisqu'il est évident que la liaison entre Paris et Londres, elle passe par Amiens. On l'avait déjà démontré à ce moment-là. Donc Amiens, ben, à l'époque, elle n'est plus du tout dans sa période glorieuse des siècles précédents, où elle était ville frontière, avec une importance économique, marchande, politique, etc., très forte. C'est une ville un peu attardée, qui est toujours dans ses murailles du Moyen-Âge, hein, qu'elle a cherché à faire abattre, mais qu'elle n'a toujours pas abattu, et qui s'est beaucoup paupérisée. Bon, alors elle a connu un certain essor culturel, un certain essor religieux, il y a un peu des éléments d'animation, mais globalement c'est quand même une ville qui est un peu en perte de vitesse, qui n'a pas de grands monuments, de grandes perspectives, un patrimoine extrêmement riche, mais voilà, elle a été choisie parce qu'elle est commode, elle est pratique. Bon, elle n'avait rien demandé, la ville d'Amiens. Et il y a un préfet qui a été mis en place, puisque les préfets sont la nouvelle institution, qui est le préfet Quinet, et qui va faire preuve d'une grande énergie pour que cette ville un peu de province et un peu endormie soit à la hauteur de l'événement, parce que quand même, on va faire venir un petit peu du beau monde. Donc on va nettoyer les rues, on va rénover un certain nombre de choses, il va falloir trouver des logements décents pour installer les plénipotentiaires. Bon, et puis... ben, pendant le temps où ça va se dérouler, ils vont avoir du temps libre, ils vont pas être tout le temps en discussion, donc il y a des moments où il faudra un peu s'occuper, donc il faudra les occuper, comme on dit, on joua, on dîna, on conversa, on visita, enfin voilà, on a même été à un moment donné voir la mer. Donc la ville va être un petit peu animée du fait de ça, et puis surtout, c'est important parce que ça c'est quelque chose qui demeure, on va amener des collections nationales, un certain nombre de tableaux, un certain nombre d'œuvres qui vont être installées dans l'hôtel de ville, dans les salles de négociation et qui seront le point de départ du fonds muséographique qui constitue encore aujourd'hui le musée de Picardie. C'est le point de départ d'un musée à Amiens. Alors, qui sont les acteurs de la négociation? Ben, pour la France, celui qui mène la délégation, c'est Joseph Bonaparte. Joseph Bonaparte, c'est le frère aîné de Napoléon, et à deux, ils forment une paire très étroite, enfin très étroitement liée. Et Joseph Bonaparte, c'est quelqu'un qui a des idées, au départ, l'un et l'autre sont très républicains. Bonaparte va suivre un peu son sillage, son ascension d'étoiles filantes, et il va entraîner avec lui, derrière lui, toute sa famille. Et Joseph Bonaparte, en premier, ce sera le plus proche, et il va lui confier un certain nombre de missions. Et plus les choses vont avancer dans l'Empire, plus Joseph Bonaparte se trouvera mal à l'aise, parce qu'il est en contradiction avec ses convictions profondes. Et il est obligé de jouer un rôle, il ne peut pas se désolidariser finalement de l'évolution qui va se faire dans toutes les années d'après. Mais pour le moment, c'est un bon serviteur. C'est lui qui a négocié le traité de Campo Formio, c'est lui qui a négocié le concordat avec le pape. Donc finalement, il a des titres à faire valoir un petit peu pour mener la délégation française. Du côté anglais, on a Lord Cornwallis. Alors Lord Cornwallis, je vais aller un peu vite, mais on est quand même obligé de dire que c'est lui qui était à la bataille de Yorktown, à la tête de l'armée anglaise, la défaite de Yorktown qui a signé la fin de la guerre d'indépendance d'Amérique, donc il a été un peu malchanceux. C'est lui qui est allé réprimer les Irlandais qui étaient en révolte contre le pouvoir protestant, britannique, etc. Donc encore une mission un peu... Et il a été aussi gouverneur des Indes. Et là, c'est un petit peu sa dernière mission. C'est un vieux militaire en fin de carrière. On lui donne un petit peu ça. Et il prend ça comme, finalement, un peu une dernière promenade au service de son roi. Pas du tout un diplomate, pas du tout un professionnel de la chose. Et puis, on a encore deux autres personnes qui sont présentes. Hein, vous les visualisez sur le tableau qui est dans l'hôtel de ville quand vous voyez la signature. Vous avez le gros Schimmelpenninck. Je le prononce pas du tout à la néerlandaise. Hein. Schimmelpenninck, donc, qui représente la République des Provinces-Unies ou la République batave, et puis Joseph de Azara, qui représente le Royaume d'Espagne. Alors eux, on n'a aucune considération pour eux.
À la limite, on était même prêt à commencer et à signer le traité avant même qu'ils arrivent, qu'ils soient pas là, soit c'est pas important. De toute façon, ils n'ont rien à réclamer. Ce sont des alliés, ils ont perdu, ils doivent tout à la France et ils n'ont rien à réclamer. Et d'ailleurs, ils vont perdre pas mal. Et en fait, ils vont être là surtout pour limiter un peu la casse et sauver les meubles pour leur pays dans ces négociations qui vont s'ouvrir. Alors, le cadrage de la négociation, donc tout le monde arrive à Amiens, on est à la fin de l'année 1801, il y a une pression sur le temps énorme. Napoléon fait une énorme pression sur les négociateurs en disant « faut aller vite hein. ». On a négocié, on a les préliminaires de Londres, le texte est là, il a été rédigé en français et en anglais, il faut partir de ça et puis on règle les derniers points et il faut signer. Pourquoi ? Parce que l'opinion française attend un résultat. On en a assez, on veut la paix, etc. Donc il faut vraiment que la paix soit signée. Napoléon a besoin de mener son œuvre d'organisation civile. Il a installé le consulat et il a un projet par rapport à la société française. Il veut pouvoir le réaliser. Il a aussi un projet par rapport à la paix religieuse, c'est-à-dire l'application du concordat, apaiser cette société française qui a été tellement divisée, écartelée, passionnée, etc. Donc il veut apaiser tout ça. Et sur le plan externe, eh bien, il veut aussi installer la République cisalpine parce qu'il a toujours cette visée sur l'Italie. Elle a une visée extrêmement importante et il veut aller organiser les choses en Italie et il en sera le président de la République, de cette République cisalpine en Italie. Et puis également, il a quand même une menace, c'est que Pitt, il est toujours dans l'ombre avec le parti de la guerre et en Angleterre, il va y avoir des élections en 1802 et on craint un peu dans ces élections que le parti de la guerre reprenne le dessus et que finalement, les négociations de la paix capotent et qu'on reparte finalement. Or lui, il veut absolument, comme on l'a vu, avoir la paix. Donc il va cadrer Joseph, son frère, il va lui donner des instructions très précises. Donc, limitation aux questions du préliminaire, pas question de déborder sur la pacification en Europe, un grand congrès avec toutes les puissances, etc. C'est bilatéral, c'est avec l'Angleterre, les autres n'ont rien à dire. Et puis, il y aura un suivi extrêmement étroit, extrêmement serré par Talleyrand. Donc, il y aura une correspondance quotidienne et même une liaison triangulaire entre Amiens, Paris et Londres. C'est-à-dire qu'en fait, Joseph Bonaparte, Talleyrand et Napoléon, qui se voient tous les jours, et Otto à Londres, sont dans un système de communication permanent qui donne lieu à une littérature très abondante parce que tout ça a été écrit et tout ça est gardé. Et donc on a les archives de toute cette période qui montrent finalement comment ça se passe, comment on avance, comment on piétine, et puis les états d'esprit des uns et des autres. Alors au niveau des méthodes, Lord Cornwallis, lui, il aimerait bien que ça se passe un petit peu en une conversation entre gentilshommes, c'est-à-dire qu'on discuterait comme ça dans un salon, et puis les commis qui sont là traduiraient tout ça dans des textes qu'on enverrait au gouvernement, et puis voilà, ça permettrait d'arriver un petit peu à un accord, quoi. On est entre gentlemen. Joseph Bonaparte, lui, va amener la rigueur des méthodes diplomatiques, c'est-à-dire en fait l'ouverture d'un protocole, puis on va procéder par note écrite, c'est-à-dire on va travailler sur des notes écrites qui vont être transmises, qui vont donner lieu à des protocoles qui seront signés, qui seront envoyés aux gouvernements respectifs, lesquels gouvernements vont réagir, donner leur avis. On va revenir avec des instructions, repartir pour retravailler sur ces protocoles. Et donc tout ça va prendre du temps puisqu'à chaque fois il faudra acheminer à Paris, à Londres, avec la traversée de la Manche, etc., tous les délais pour faire ces allers-retours. Et du coup, ça va donner un calendrier qui va un peu s'étaler et Bonaparte, qui est pressé et qui veut que la paix se signe vite, va s'impatienter. Alors, le calendrier, Lord Cornwallis arrive à Amiens à Paris, le 8 novembre 1801. Puis ensuite, il va venir à Amiens. Les autres ont à peine le temps d'arriver, la délégation française s'installe et donc les discussions vont vraiment commencer au mois de décembre 1801 pour une signature qui n'aura lieu qu'au mois de mars de 1802. Et donc, Joseph... alors, les discussions d'Amiens se font sur la base des préliminaires de Londres, donc, qui ont donné lieu à un texte qui est une sorte de premier texte de traité. Hein, c'est organisé comme un traité avec des articles. Et il reste quatre questions qui sont en suspens par rapport à ce traité. L'entretien des prisonniers, les biens séquestrés, la réparation par rapport aux biens séquestrés, l'indemnité de guerre du prince d'Orange, celui qu'on a blackouté là des Provinces-Unies, et puis le régime de l'île de Malte. Et en gros, on a l'impression que tout ça, ça va se régler assez facilement. Puis en fait, ça ne va pas se régler si bien que ça. On va s'en mêler les pinceaux, on va mélanger un peu toutes les questions importantes, les questions accessoires, enfin on va travailler un peu en dépit du bon sens, chacun va mettre un peu son grain de sel, chacun va rajouter un peu sa petite mosaïque, et finalement, Bonaparte s'impatiente, et le 22 décembre, il dit « rien n'avance à Amiens ».
Alors il faut quand même que maintenant on conclue. Et entre le 12 janvier et le 6 mars, c'est pas moins de 16 protocoles qui vont être transmis au gouvernement. Voilà, les navettes. Hein, donc sans arrêt, on va envoyer un texte, un protocole, ça va revenir, etc. Et finalement, le 6 mars, on a l'impression qu'on a un protocole définitif, et puis qui va pouvoir faire l'objet du traité proprement dit. Et là, on envoie des instructions de la Grande-Bretagne à Lord Cornwallis pour lui dire non mais ça va pas l'entretien des prisonniers, non, on n'est pas d'accord, les Français sont intransigeants, mais ça marche pas. Et on a l'impression que là tout va capoter de nouveau et que cette fois vraiment les choses vont s'arrêter. Alors Lord Cornwallis, il va prendre une initiative très hasardeuse, lui qui n'est pas du tout un diplomate de métier, et il va trouver une solution dans le traité, et il va faire ce qu'on fait toujours quand on n'arrive pas à résoudre un problème, il va proposer que ça se traite à travers des commissions. Voilà. Et donc, finalement, on va faire la rédaction définitive du traité le 25 mars. Et le 27 mars, ce texte définitif sera signé en grande pompe à l'Hôtel de Ville. Et c'est le tableau de Ziegler qui représente un peu cette signature que vous connaissez bien. Alors, qu'est-ce qui contient ce traité ? Eh bien, concernant l'entretien des prisonniers, c'est quoi la question ? Ben on a été en guerre, donc on a fait des prisonniers de part et d'autre, et quand on a fait des prisonniers, il faut les entretenir. Et quand on termine la guerre, eh ben, on amène la facture. On dit, voilà, on a eu des prisonniers de chez vous, on les a nourris, on les a logés, ça nous a coûté de l'argent, donc maintenant, il faut nous rembourser parce que ils sont à vous, ces gens-là. Or, il se trouve que l'Angleterre a fait beaucoup plus de prisonniers que l'inverse. Donc la France est en dette par rapport à ça. Et Talleyrand va être intransigeant. Donc ça va être un point dur. C'est une question exclusivement financière. Bon. Et donc, finalement, c'est le biais que va trouver Lord Cornwallis en disant, puisque le gouvernement français ne veut pas bouger et que mon gouvernement me redonne de nouvelles exigences, eh bien, dans le traité, on va dire que cette question-là va être réglée par des commissions qu'on va mettre en place. Et donc, il y a un article magnifique qui dit, ce problème-là, on le réglera plus tard. Moyennant quoi, on peut signer le traité. Alors les biens séquestrés, ça aussi c'est très compliqué, c'est dans les campagnes, de part et d'autre, les armées envahissent, etc. et confisquent un certain nombre de biens qui des gens se retrouvent expropriés, donc il faut les dédommager et il faut recalculer qu'est-ce qu'on leur doit, etc. Donc comment ça va se passer ? Eh bien tout ça va être remis à l'arbitrage des tribunaux, c'est mis dans le traité. Et puis, le troisième point un peu difficile, c'était l'indemnité du prince d'Orange, ce pauvre prince d'Orange qu'on a détrôné, qu'on a renvoyé comme ça, qui est allé se réfugier chez son cousin. Et le roi Georges III, il est un peu vieux, mais il est très très attentif à ça, il veut absolument qu'il y ait une réparation. Et donc là, l'indemnité du prince d'Orange, elle va être à la charge de la France, et la France va payer donc la compensation, et puis les Provinces-Unies resteront une république dans l'orbite de la France. Et le point le plus important, c'est les points importants, ce sont les questions coloniales et les questions maritimes. Et ça représente 13 articles sur 23 articles du traité. Alors, c'est un peu long d'en donner le détail, mais on va se baser sur un principe juridique qui est bien connu des juristes et des diplomates, qui s'appelle le principe uti possidetis, qui est la question de l'intangibilité des frontières. En gros, on dit, on va revenir à peu près à ce qu'on avait lorsqu'on est en conflit et qu'on a fait un certain nombre de conquêtes, eh bien, on va prendre acte de ces conquêtes, on va arrêter les frontières et on n'y touchera plus, moyennant éventuellement certaines compensations. Et donc toutes les discussions qui ont eu lieu jusqu'au préliminaire de Londres pendant des mois, et puis même encore à Amiens, ce sont des discussions un peu de marchand de tapis pour dire, nous on veut garder ça, on veut absolument avoir ça, la France veut récupérer la Martinique, l'Angleterre veut une compensation par rapport à ça, et donc par rapport à l'état des lieux, chacun essaye de tirer le plus possible, et lorsqu'il fait une concession, d'avoir une compensation par rapport à cette concession. Ceux qui vont perdre beaucoup, c'est les Provinces-Unies qui vont perdre Ceylan, ils vont être obligés de donner Ceylan à la Grande-Bretagne. C'est l'Espagne qui va perdre la Trinité et qui va être obligée de le donner à la Grande-Bretagne aussi, donc la Grande-Bretagne va gagner, moyennant quoi elle va rendre un petit peu les territoires qu'elle avait conquis à la France, mais la France ne va rien gagner territorialement, simplement elle récupérera sur l'Espagne Saint-Domingue, la Dominique, voilà, qui est Saint-Domingue. Bon. Ça n'a l'air de rien, mais ces questions coloniales sont absolument essentielles parce qu'elles sont au cœur de l'économie de cette période-là. Ce sont les îles du sucre. Donc les îles du sucre, c'est tout un circuit économique très très important, basé aussi sur l'esclavage. Et donc la question de l'abolition puis de la restauration de l'esclavage, c'est aussi dans cette période-là que ça se passe. Donc ce ne sont pas du tout des questions annexes à l'autre bout du monde, ce sont des questions qui sont tout à fait centrales par rapport à la puissance et à l'économie de ces pays-là, de la France et de l'Angleterre.
Alors, le traité de la paix d'Amiens, il commence par un magnifique article 1 qui est extraordinaire, dans lequel, la main sur le cœur, les puissances signataires déclarent qu'elles veulent rien d'autre que sauvegarder la paix, vivre en paix, en bonne intelligence, pour assurer l'harmonie entre les peuples, et qu'elles devront tout faire pour ça, et que si vraiment quelqu'un se met en travers de ça, il sera vraiment le dernier des mécréants, etc. Donc c'est l'article liminaire qui dit, voilà, maintenant c'est la paix, et plus question de fauteurs de troubles, etc. Ce qui aura beaucoup d'importance pour la suite, parce que justement, on verra par la suite qui va être le fauteur de troubles et qui va venir contrarier la paix. Alors, donc le traité est signé le 27 mars 1802, et maintenant, comment se passent les suites du traité ? Évidemment, les attentes étaient tellement fortes que l'accueil de la paix est formidable. Il y a un enthousiasme extraordinaire qu'on voit dans les textes de l'époque. Il y a des adresses qui arrivent de toute la nation pour glorifier le général Bonaparte, pour glorifier Joseph Bonaparte. Et donc, des adresses, c'est-à-dire des textes qu'on leur envoie, des louanges, des couplets, des chansons. On va faire des gravures, etc., qui vont magnifier finalement cette extraordinaire œuvre de paix. Enfin, la paix vient en Europe. Ça faisait 10 ans qu'on était en guerre. On avait signé des paix partielles avec les uns et les autres. Et là, on a enfin signé la paix avec le principal ennemi, celui qui est au cœur de la coalition, l'Angleterre. Et donc, une période radieuse s'ouvre devant la nation. Mais en même temps, c'est mélangé d'une certaine inquiétude, parce qu'en 1786, juste à la veille de la Révolution, la France a signé un traité de libre-échange avec l'Angleterre. Or, l'économie de l'Angleterre, à ce moment-là, est beaucoup plus puissante que l'économie française, qui est quand même relativement attardée encore. Et donc, l'économie française craint la concurrence anglaise, et elle va beaucoup le manifester en disant, maintenant que la paix est revenue, le commerce va être menacé, etc. Il va y avoir une fragilité, et il faut absolument protéger et permettre de développer cette économie française qui sort en plus de 10 ans de troubles, etc., donc un petit peu de désagrégation de son tissu, pour pouvoir lutter avec cette puissance extraordinaire de la Grande-Bretagne. Alors, pour les acteurs du traité, comment ça se passe ? Lord Cornwallis, qui vient de faire son petit coup de force là, en introduisant son article avec ses commissions, il ne va pas faire long feu. Il devait aller à Paris, un petit peu participer aux cérémonies. Le soir même de la signature, il prend la malle-poste et il retraverse la Manche et il retourne en Angleterre parce qu'il a un petit peu peur de ce qui va peut-être se faire frotter les oreilles en arrivant à Londres, parce qu'il a quand même eu un peu de culot dans l'audace qu'il a pris. De l'autre côté, Joseph Bonaparte, lui, va être célébré comme vraiment le grand acteur, etc. Donc, il va avoir des gratifications financières, il va avoir des grands honneurs, et il y aura une énorme cérémonie qui va se dérouler le 15 août à Paris, et qui va permettre de célébrer à la fois la paix d'Amiens, pas le 15 août, le 15 avril, c'est-à-dire le jour de Pâques, à Notre-Dame de Paris, où on va célébrer à la fois et en même temps le Concordat, qui a été négocié et signé par Joseph Bonaparte, et la paix d'Amiens, qui est donc la paix en Europe, qui a été négociée et signée par Joseph Bonaparte. Donc ça devient vraiment un grand homme. Numéro 2, parce que le numéro 1, ça reste quand même Napoléon. Enfin, c'est Napoléon Bonaparte. Mais Joseph devient, quelque part, celui qui pourrait succéder à son frère dans le cas où il aurait un problème, où il pourrait éventuellement rester sur un champ de bataille. Quant à Napoléon Bonaparte, lui, il va utiliser absolument tout ça, tout ce qu'il a fait, bien sûr, toutes ses victoires militaires, mais surtout la négociation de la paix, le Concordat, etc. Et il va consolider son pouvoir personnel. Alors, pas le pouvoir personnel forcément pour lui-même, mais par rapport à l'œuvre dont il considère qu'il est le porteur, par rapport à la France et par rapport à l'Europe. Donc c'est à la fois d'organiser la société française dans le nouvel ordre qu'il veut instaurer. Ce sera le code civil, ce sera l'organisation administrative, enfin tout ce qu'on connaît des réalisations de Napoléon Bonaparte, mais aussi vis-à-vis de l'extérieur, puisqu'il a gardé son grand projet finalement de mettre l'Europe dans un grand ordre, je ne sais pas si on peut l'appeler révolutionnaire, mais en tout cas napoléonien, dans le sillage de la Révolution, et des acquis de la Révolution. Il rencontrera quelques problèmes parce que malgré son autorité ou son autoritarisme, il ne peut pas empêcher qu'il existe une certaine opposition. Et les héritiers de la Révolution ne sont pas tous prêts à se mettre dans son sillage et à le considérer comme un grand homme. Donc il aura une opposition dans les assemblées, parce qu'il y a quand même un petit peu un régime représentatif, et une opposition qui va notamment se mener par devers lui
En ce qui concerne justement les traités, en ce qui concerne le Code civil, parce que le Code civil prévoit des choses qui vont fâcher un peu les religieux, en ce qui concerne le Concordat, parce que le Concordat, ça va fâcher les athées, les laïcs, enfin, etc. L'installation de la Légion d'honneur aussi, qui est une contradiction par rapport au principe d'égalité républicaine. Et donc, il va rencontrer des blocages dans les assemblées, et il va continuer ce qu'on faisait dans le directoire. Quand les assemblées ne conviennent pas, on les change. Hein, donc il va les renouveler, il va épurer, il va faire sortir un certain nombre de gens qui ne lui conviennent pas et faire rentrer un certain nombre de gens qui lui conviennent pour garder le contrôle. Et puis progressivement, il va aller vers une évolution, vers une monarchisation, c'est-à-dire qu'il va s'arranger pour que la Constitution soit transformée, que le consulat, qui est un consulat de 5 ans, devienne un consulat de 10 ans, puis on va même proposer 20 ans, puis finalement ça va être le consulat à vie. Et puis du consulat à vie, par un autre texte, on va passer finalement à la proclamation de l'Empire. Et tout ça, on va le faire approuver par le peuple français. Donc ce n'est pas les assemblées, ce ne sont pas les représentants du peuple qui envoient au chapitre, c'est carrément le peuple français qui, à travers les plébiscites, va dire on est d'accord pour que les choses évoluent comme ça. Et c'est ce qui va donner cette force extraordinaire dans ce régime impérial qui va se poursuivre jusqu'à l'issue qu'on connaît, bien sûr, en 1815. Alors, qu'est-ce qu'il en est de la paix d'Amiens ? De cette fameuse paix, non pas le traité d'Amiens, mais la paix qui a été installée, ça ne va pas durer longtemps, puisque j'ai complètement oublié de parler dans les questions coloniales du traité de la question de Malte. L'île de Malte a été occupée, était tenue par les chevaliers de Malte, de Saint-Jean de Jérusalem. Les troupes françaises en route vers l'Égypte ont occupé cette île. Et ils ont été chassés quelques années plus tard par les Anglais. Donc les Anglais occupent l'île de Malte au moment du traité d'Amiens. Et qu'est-ce qu'on va faire de l'île de Malte? Parce que c'est stratégique, c'est quelque chose d'extraordinaire. Cette île au milieu de la Méditerranée, on ne peut pas la laisser comme ça n'importe où. Les chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, ils ont été mis là par François Ier pour lutter contre les barbaresques. Il n'y a plus de barbaresques, il n'y a plus de piraterie, c'est plus le problème de l'heure. Ils sont complètement dépassés. Alors, on réfléchit beaucoup et on dit qu'on va donner une sorte de statut international à l'île. On va la remettre aux chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem et sous le contrôle de 6 puissances. C'est un peu les mécanismes qu'on a aujourd'hui avec l'ONU, etc. Vous voyez, les alliances ou les accords un peu internationaux. Donc, sous contrôle international. C'est un truc extraordinairement compliqué qui va être très compliqué à mettre en place et qui ne va pas marcher du tout. Et en fait, les Anglais, à la signature du traité, occupent Malte et ils vont continuer à l'occuper en le gardant comme gage. Ils se sont engagés à libérer et les Français se sont engagés de leur côté à libérer aussi un certain nombre de territoires qu'ils occupent. Les Anglais ne vont pas bouger de Malte, ils vont considérer que Napoléon contrevient au terme du traité, qui continue cette politique d'expansion, etc. Et donc ils gardent Malte en gage, donc ils n'appliquent pas le traité. Comme ils n'appliquent pas le traité, ils refusent l'état de paix qui est issu du traité et donc ils sont facteurs de guerre. Et les provocations vont un petit peu continuer. Les Anglais vont faire un certain nombre de remontrances aux Français en disant mais vous n'êtes pas du tout dans l'esprit du traité, etc. On n'est pas dans la paix. Et finalement, le 16 mai 1803, donc à peine plus d'un an après la signature de la paix d'Amiens, du traité d'Amiens, le roi George III va présenter les griefs au Parlement de Londres et de ces griefs s'ensuit obligatoirement la déclaration de guerre avec la France. On est en 1803, c'est le début de la 3e coalition qui va durer de 1803 à 1805, Austerlitz, Iéna, etc. Et puis on aura d'autres coalitions qui vont durer jusqu'en 1814, 1815, jusqu'à la chute de Bonaparte et la restauration de la monarchie en France. La paix d'Amiens, donc une paix qui n'a pas eu le temps d'exister, on n'a pas à peine eu le temps de s'apercevoir qu'elle était là. Elle était nécessaire sur le moment, elle apparaissait nécessaire et elle a été complètement plébiscitée, littéralement, c'est le cas de le dire, par les acteurs et par tous les peuples. Et en même temps, elle ne pouvait pas durer parce qu'elle n'était pas construite sur des fondements solides. C'était une paix un peu de malentendu, de transition. Et on était dans une période qui n'avait pas fini de dérouler tout son cycle. Voilà. Et donc, sur la question... quand est-ce qu'on est en paix et que c'est juste, quand est-ce qu'on est en guerre et que c'est juste, ça renvoie chacun à la réflexion sur, y compris des événements et des problèmes de notre actualité la plus actuelle. Voilà, je renvoie chacun à sa propre réflexion sur le sujet. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ça va? Très bien, parfait. Est-ce qu'il y a des questions? Difficile la première question.
J'ai oublié, alors pardon, puisqu'on est un peu hors micro, j'ai oublié de lire un texte qui est quand même très très important. C'est au moment où Napoléon prend le pouvoir avec la constitution de l'an... Je me perds de l'an 8. Donc la constitution qui va installer le consulat, donc son propre pouvoir. On est en décembre 1799, donc après le coup d'État de Brumaire. C'était le coup d'État, c'est un coup de force, hein. Il a balancé les députés par la fenêtre, etc. Donc vraiment, on est dans le coup de force. Et on va rentrer dans l'ordre, et voilà la déclaration qu'il va faire. C'est la déclaration du 24 Frimaire en 8. Il dit, la Constitution, donc c'est la Constitution qu'on est en train d'installer, celle du consulat, hein, du nouveau régime, la Constitution est fondée sur les vrais principes du gouvernement représentatif, sur les droits sacrés de la propriété, de l'égalité, de la liberté. Les pouvoirs qu'elle institue seront stables et forts. La révolution est fixée aux principes qui l'ont commencé, elle est finie. Donc c'est une proclamation officielle en disant, voilà, on a été en révolution jusqu'à maintenant, maintenant c'est terminé, on est arrivé au résultat, on est arrivé au bout, et les choses sont installées et elles vont durer. C'est une proclamation extraordinaire. Voilà.